Paris, 1348. La peste noire ravage l'Europe et les morts s'accumulent plus vite que les vivants ne peuvent les enterrer. Dans ce chaos, une opportunité naît pour ceux assez audacieux pour la saisir. Pierre de la Croix, ancien serf affranchi par la mort de son maître, comprend que la mort peut rapporter plus que la vie. Il s'installe près du cimetière des Innocents avec sa femme Margot et leurs 3 enfants. Pierre propose ses services aux familles éplorées, creuser les fosses, transporter les corps, organiser les enterrements. Mais très vite, il découvre que les morts possèdent des richesses que les vivants oublient souvent de récupérer. Les premières dépouilles que Pierre manipule portent encore leurs bijoux, leurs bourses, leurs dents en or. Les familles, terrorisées par la contagion, abandonnent leurs défunts sans se soucier de ces détails. Pierre développe alors une méthode simple. Il dépouille systématiquement les corps avant de les enterrer, constituant rapidement un trésor considérable. Margot, d'abord réticente, finit par accepter cette pratique quand elle réalise l'ampleur des gains possibles. Elle apprend à identifier les bijoux de valeur, à extraire l'or dentaire sans laisser de traces. Le couple forme bientôt une équipe efficace dans cette macabre entreprise. Leurs enfants, Henri, Marie et Jean, grandissent dans cet environnement morbide. Ils apprennent à considérer les morts comme une ressource naturelle, sans émotion ni respect. Cette éducation particulière va forger leur personnalité et déterminer l'avenir sinistre de la lignée de la Croix. En 6 mois, Pierre accumule plus de richesses qu'un artisan ordinaire n'en verrait en 10 vies. Il achète une maison spacieuse près du cimetière, engage des employés et développe son entreprise funéraire. Mais cette prospérité attire l'attention des autorités religieuses et civiles. L'évêque de Paris, Foulques de Chanac, reçoit des plaintes concernant des profanations de sépultures. Des familles signalent que leurs défunts ont été enterrés sans leurs effets personnels. Pierre doit faire face à sa première enquête officielle, mais sa ruse lui permet d'échapper aux accusations. Il corrompt le prévôt chargé de l'enquête avec une partie de son butin, créant ainsi son premier réseau de complicité. Cette expérience lui enseigne que la corruption des autorités est aussi lucrative que le pillage des tombes. Pierre commence à tisser une toile d'influence qui protégera sa famille pendant des décennies. 1352. La peste reflue, mais laisse derrière elle des milliers d'orphelins et de veuves. Pierre de la Croix adapte son commerce à cette nouvelle réalité. Il ne se contente plus de dépouiller les morts. Il propose maintenant des services funéraires complets aux familles endeuillées, tout en continuant ses activités de pillage. Henri, l'aîné des enfants de la Croix, manifeste dès l'âge de 12 ans un talent particulier pour ce commerce macabre. Il développe des techniques innovantes pour extraire les valuables des corps sans endommager les tissus, rendant les vols indétectables. Son habileté dépasse rapidement celle de son père. Marie, la fille unique, se spécialise dans la manipulation des familles éprouvées. Elle sait exactement quels mots prononcer pour rassurer les proches, quelles émotions feindre pour gagner leur confiance. Cette capacité à exploiter la douleur humaine fait d'elle un atout précieux pour l'entreprise familiale. Jean, le plus jeune, démontre une intelligence remarquable pour organiser et planifier les opérations. Il tient des registres détaillés des pillages, identifie les tombes les plus prometteuses et coordonne les activités de la famille avec une précision administrative impressionnante. Pierre réalise que ses enfants possèdent des talents complémentaires qui peuvent révolutionner leur business. Il leur confie progressivement plus de responsabilités, transformant l'entreprise familiale en une véritable machine à exploiter la mort. Cette transition marque le début de l'âge d'or des de la Croix. La famille développe également de nouveaux services, embaumement de luxe, cercueils décorés, cérémonies élaborées. Ces prestations légitimes camouflent parfaitement leurs activités criminelles et leur permettent d'approcher les familles les plus riches de Paris. En 1355, Pierre acquiert officiellement la concession de plusieurs sections du cimetière des Innocents. Cette position lui donne un accès privilégié à toutes les sépultures et une autorité quasi absolue sur les enterrements. Les de la Croix contrôlent désormais une partie significative du commerce funéraire parisien. Mais cette expansion attire de nouveaux ennemis. D'autres entrepreneurs funéraires, jaloux du succès des de la Croix, commencent à enquêter sur leurs méthodes. Pierre doit faire face à une concurrence agressive qui menace l'empire qu'il a construit. Gauthier le Fossoyeur dirige la plus ancienne entreprise funéraire de Paris.
Il soupçonne depuis longtemps Pierre Delacroix de pratiques illégales et décide de rassembler des preuves contre lui. Cette initiative va déclencher la première guerre souterraine du monde funéraire parisien. Henri Delacroix, maintenant âgé de 17 ans, intercepte des informations sur les investigations de Gautier. Il propose à son père une solution radicale, éliminer physiquement leurs concurrents avant qu'ils ne puissent nuire à la famille. Pierre, d'abord choqué par cette proposition, finit par accepter quand il mesure l'ampleur de la menace. Le plan d'Henri est d'une simplicité diabolique. Gautier et ses associés travaillent régulièrement de nuit dans le cimetière. Un accident pendant leurs activités nocturnes pourrait facilement passer pour un malheureux hasard. Henri prépare minutieusement ce qui deviendra le premier meurtre de la lignée Delacroix. Par une nuit sans lune de septembre 1356, Henri tend une embuscade à Gautier dans une section isolée du cimetière. Il l'assomme avec une pelle et l'enterre vivant dans une fosse fraîchement creusée. Le lendemain, le corps est découvert dans ce qui semble être un tragique accident de travail. Cette première élimination révèle à Henri un goût prononcé pour la violence. Il découvre qu'il éprouve du plaisir à tuer, une satisfaction qui va au-delà de la simple nécessité commerciale. Cette révélation marque un tournant dans l'évolution psychologique du jeune homme. Marie et Jean assistent à la transformation de leur frère aîné avec des sentiments mélangés. Marie y voit une opportunité d'exercer plus de pouvoir dans l'entreprise familiale, tandis que Jean s'inquiète des risques que fait courir cette escalade de violence. Pierre réalise qu'il a créé un monstre en encourageant Henri dans cette voie. Mais les résultats sont indéniables. La disparition de Gautier élimine leur principal concurrent et terrorise les autres entrepreneurs funéraires. Plus personne n'ose enquêter sur les méthodes des Delacroix. L'hiver 1356 à 1357 voit la disparition mystérieuse de 3 autres concurrents des Delacroix. Officiellement, il s'agit d'accidents ou de maladies soudaines. En réalité, Henri perfectionne ses techniques d'assassinat, développant une méthode personnelle qui ne laisse aucune trace identifiable. Marie Delacroix découvre à 18 ans qu'elle possède un talent exceptionnel pour manipuler les émotions humaines. Elle développe un personnage de pleureuse professionnelle, proposant ses services aux familles qui souhaitent des funérailles particulièrement émouvantes. Cette activité lui permet d'approcher intimement les familles endeuillées et d'identifier leurs biens les plus précieux. Marie étudie leurs habitudes, leurs cachettes, leurs faiblesses. Ces informations deviennent cruciales pour les opérations de pillage de la famille, mais Marie va plus loin que la simple collecte d'informations. Elle commence à empoisonner délicatement certaines personnes âgées et riches, accélérant leur mort naturelle pour augmenter le volume d'affaires de la famille. Ces méthodes sont si subtiles que personne ne soupçonne jamais un meurtre. Elle utilise principalement des champignons vénéneux qu'elle mélange à des remèdes prétendument curatifs. Les victimes s'affaiblissent progressivement, leurs symptômes imitant parfaitement ceux de maladies naturelles liées à l'âge. Marie devient ainsi une tueuse en série d'une efficacité redoutable. Jean, témoin des agissements de sa sœur, commence à tenir un registre secret de ses crimes. Il documente méticuleusement chaque empoisonnement, chaque manipulation, chaque vol. Cette documentation sera plus tard cruciale pour comprendre l'ampleur des activités criminelles de la famille. Marie épouse en 1359 Guillaume Beaumont, fils d'une riche famille de marchands parisiens. Ce mariage n'est pas motivé par l'amour, mais par une stratégie calculée. Accéder aux cercles aristocratiques et bourgeois pour étendre les activités de la famille Delacroix. Guillaume ignore tout des véritables activités de sa belle famille. Marie maintient soigneusement cette ignorance en manipulant son époux avec la même habileté qu'elle déploie avec ses autres victimes. Elle fait de lui un complice involontaire de ses crimes. Grâce à ce mariage, les Delacroix accèdent à un niveau social supérieur. Ils peuvent désormais proposer leurs services aux familles les plus riches de Paris, multipliant les opportunités de pillage et d'escroquerie. L'ascension sociale devient un outil criminel. Jean Delacroix révèle à 20 ans des capacités intellectuelles exceptionnelles. Il transforme les activités criminelles dispersées de sa famille en une organisation méthodique et scientifique. Sous son impulsion, les Delacroix deviennent la première famille criminelle organisée de l'histoire parisienne. Jean développe un système de classification des victimes potentielles, basé sur leur richesse, leur situation familiale
et leur vulnérabilité. Il établit des priorités, planifie les opérations et optimise les profits de chaque crime. Cette approche rationnelle multiplie l'efficacité de l'entreprise familiale. Il crée également un réseau d'informateurs parmi les domestiques, les médecins et les prêtres de Paris. Ses complices fournissent des renseignements précieux sur les familles riches, leurs habitudes, leurs biens et leurs projets. Jean paie régulièrement ses services, construisant une véritable machine d'espionnage. En 1361, Jean met au point ce qu'il appelle le cycle parfait. Marie identifie et empoisonne une victime riche, Henri élimine les témoins gênants, la famille organise des funérailles luxueuses, puis Pierre pille la tombe quelques semaines plus tard. Cette coordination permet de maximiser les profits de chaque opération. Jean développe aussi des techniques de blanchiment des biens volés. Il établit des partenariats avec des orfèvres, des changeurs et des marchands qui transforment les bijoux et métaux précieux en monnaie légale. Cette infrastructure financière révolutionnaire permet aux Delacroix d'écouler leur butin sans risque. Le jeune homme comprend également l'importance de la diversification. Il investit les profits criminels dans des activités légitimes, immobilier, commerce, prêts à intérêt. Cette stratégie crée une façade respectable qui protège la famille des soupçons et leur assure des revenus réguliers. En 1362, Jean épouse Isabelle Marchand, fille d'un riche banquier parisien. Ce mariage renforce encore la position sociale des Delacroix et leur ouvre de nouveaux territoires d'action. Isabelle, comme Guillaume, ignore tout des activités criminelles de sa belle famille. L'intelligence de Jean lui permet également d'anticiper les évolutions politiques et sociales de l'époque. Il prépare la famille aux changements à venir, s'assurant qu'elle puisse adapter ses méthodes aux nouvelles réalités du royaume de France. 1365 marque l'apogée de la puissance des Delacroix. La famille contrôle maintenant la majorité des activités funéraires de Paris et a étendu son influence à plusieurs villes de province. Leurs revenus criminels dépassent ceux de nombreux nobles de l'époque. Pierre, maintenant âgé de 52 ans, observe avec fierté l'empire que ses enfants ont bâti. Il se retire progressivement des opérations quotidiennes, laissant Henri, Marie et Jean diriger les différentes branches de l'entreprise familiale. Cette transition générationnelle consolide l'organisation criminelle. Henri développe une équipe de tueurs professionnels, recrutés parmi les anciens soldats et les criminels de droit commun. Cette milice, des Delacroix, élimine systématiquement toute menace contre la famille et impose leur volonté par la terreur. Paris découvre une forme de criminalité organisée inédite. Marie perfectionne ses techniques d'empoisonnement et forme plusieurs disciples dans cet art macabre. Elle crée une véritable école de tueuses qui opère dans toute l'Île-de-France. Ces femmes, déguisées en servantes, nourrices ou soignantes, infiltrent les maisons bourgeoises pour y commettre leurs crimes. Jean établit des antennes des activités familiales dans Rouen, Orléans et Reims. Chaque ville possède son équipe locale de pillards de tombes, d'empoisonneurs et de tueurs, tous coordonnés depuis Paris. Les Delacroix deviennent la première organisation criminelle interrégionale de France. Cette expansion s'accompagne d'une sophistication croissante des méthodes. Jean développe des codes secrets pour les communications, des systèmes de transport sécurisés pour les butins et des mécanismes de protection des membres de l'organisation. Chaque aspect est pensé avec la rigueur d'une entreprise commerciale. Les profits de cette période permettent aux Delacroix d'acquérir plusieurs propriétés prestigieuses, dont un hôtel particulier dans le quartier aristocratique de Paris. Ils mènent officiellement la vie de riches bourgeois respectables, cachant parfaitement leurs activités criminelles. Mais cette réussite attire finalement l'attention des autorités royales. Le prévôt de Paris, inquiet de la recrudescence de morts suspectes et de disparitions dans sa juridiction, lance une enquête discrète sur les activités des Delacroix. L'enquête du prévôt de Paris est menée par Étienne de Montfort, un homme intègre et méticuleux qui ne peut être acheté comme ses prédécesseurs. Il commence à établir des liens entre les différents crimes qui secouent la capitale et la prospérité suspecte de la famille Delacroix. Jean détecte rapidement cette menace grâce à son réseau d'informateurs. Il propose d'éliminer immédiatement Étienne de Montfort, mais Henri et Marie s'opposent à cette solution. Tuer un haut fonctionnaire royal attirerait inévitablement une enquête plus approfondie et compromettrait leur position.
Les trois frères et sœurs se trouvent confrontés à leur premier désaccord majeur sur la stratégie à adopter. Cette division révèle les tensions latentes au sein de la famille et fragilise leur cohésion jusqu'alors parfaite. Chacun défend sa vision de la meilleure réponse à apporter à cette crise. Pierre, consulté sur cette situation délicate, tranche en faveur de la prudence. Il ordonne à ses enfants de suspendre temporairement leurs activités criminelles et de se concentrer sur leurs affaires légitimes. Cette décision frustre profondément Henri, qui brûle d'éliminer cette menace. Étienne de Montfort progresse méthodiquement dans son enquête. Il découvre des incohérences dans les registres mortuaires, identifie des témoins de comportements suspects et commence à reconstituer le modus operandi des Delacroix. Ces investigations menacent directement l'avenir de la famille. Marie tente une approche différente. Elle cherche à séduire Étienne pour l'amener à abandonner son enquête. Elle organise des rencontres apparemment fortuites, déploie tout son charme et sa capacité de manipulation. Mais l'intégrité du prévôt résiste à toutes ces manœuvres. Jean, de son côté, mobilise ses contacts pour obtenir des informations sur les méthodes et les découvertes d'Étienne. Il apprend que l'enquête progresse plus vite que prévu et que le prévôt a déjà identifié plusieurs crimes attribuables à la famille. La situation devient critique. En désespoir de cause, Henri décide d'agir seul contre les ordres paternels. Il prépare l'assassinat d'Étienne de Montfort, convaincu que l'élimination du prévôt est la seule solution pour sauver la famille. Cette désobéissance va déclencher la première crise majeure des Delacroix. Henri Delacroix tente une embuscade à Étienne de Montfort dans une ruelle sombre près du Louvre. Il l'attaque sauvagement et le poignarde à mort, puis arrange la scène pour faire croire à un vol qui aurait mal tourné. Mais cette fois, Henri commet une erreur fatale qui va tout changer. Un témoin inattendu assiste au meurtre depuis une fenêtre. Brother Thomas, un moine franciscain qui se rendait aux matines. Caché dans l'ombre, il voit clairement Henri commettre son crime et peut formellement l'identifier. Ce témoignage compromet définitivement la famille Delacroix. Brother Thomas, homme pieux et courageux, se rend immédiatement chez le successeur d'Étienne pour rapporter ce qu'il a vu. Son témoignage relance l'enquête sur les Delacroix avec une intensité nouvelle. La famille passe du statut de suspect à celui de criminel recherché. Pierre apprend le meurtre d'Étienne et la désobéissance de son fils avec une rage froide. Il réalise que Henri vient de condamner toute la famille par son imprudence et sa brutalité excessive. Cette faute majeure remet en question l'avenir de l'organisation criminelle qu'ils ont bâtie. Jean tente de limiter les dégâts en organisant l'élimination de Brother Thomas, mais le moine a pris ses précautions. Il a confié son témoignage écrit à plusieurs personnes et s'est placé sous la protection de l'archevêque de Paris. Sa mort ne ferait que confirmer l'implication des Delacroix. Marie propose une solution drastique, fuir Paris et s'installer en province sous de fausses identités. Elle a préparé depuis longtemps des documents forgés et des cachettes pour faire face à une telle situation. Mais Pierre refuse catégoriquement d'abandonner l'empire qu'il a construit. La pression sur la famille s'intensifie rapidement. Les autorités perquisitionnent leurs propriétés, interrogent leurs employés et surveillent leurs mouvements. Les Delacroix découvrent que leur réseau de complicité s'effrite face à la menace d'une enquête royale approfondie. Henri, conscient d'avoir mis sa famille en danger, sombre dans une paranoïa destructrice. Il soupçonne chaque domestique d'être un espion, chaque voisin d'être un informateur. Cette méfiance maladive le pousse à commettre de nouveaux meurtres qui ne font qu'aggraver leur situation. L'archevêque de Paris, Guillaume de Beaufait, reçoit le témoignage de Brother Thomas et comprend immédiatement les implications de cette révélation. Il ordonne une enquête ecclésiastique parallèle à celle des autorités civiles, multipliant les dangers pour la famille Delacroix. Cette double enquête révèle progressivement l'ampleur des crimes commis par la famille. Les enquêteurs découvrent des dizaines de tombes profanées, identifient plusieurs victimes d'empoisonnement et établissent des liens avec de nombreuses disparitions suspectes. L'opinion publique parisienne se retourne violemment contre les Delacroix. Pierre réalise que la situation est désespérée et que seule une fuite immédiate peut encore sauver sa famille. Il ordonne à ses enfants de rassembler leurs biens les plus précieux et de préparer leur exil. Mais Henri refuse catégoriquement d'abandonner Paris et menace de tuer quiconque tenterait de le forcer à partir. Cette rébellion d'Henri divise définitivement la famille. Marie et Jean choisissent de suivre leur père et de fuir,
tandis qu'Henri décide de rester pour défendre l'honneur des Delacroix. Cette scission marque la fin de l'unité familiale qui avait fait leur force. En mars 1368, Pierre, Marie et Jean s'échappent de Paris déguisés en pèlerins. Ils emportent une partie de leur trésor et gagnent la Normandie, où Jean a préparé une cachette. Henri reste seul dans la capitale avec quelques fidèles, déterminés à continuer le combat. Henri transforme l'hôtel particulier familial en forteresse, recrutant des mercenaires et accumulant des armes. Il se prépare à résister par la force aux autorités, espérant que sa réputation de tueur impitoyable dissuadera ses ennemis de l'attaquer frontalement. Mais cette stratégie se révèle rapidement suicidaire. Les autorités royales mobilisent des troupes importantes pour arrêter Henri et démanteler ce qu'elles considèrent comme une rébellion ouverte contre l'ordre public. Le siège de l'hôtel de la Croix devient inévitable. En avril 1368, 100 soldats royaux encerclent la propriété des Delacroix. Henri et ses derniers fidèles se barricadent à l'intérieur, bien décidés à vendre chèrement leur vie. Cette confrontation finale va marquer la fin tragique de l'âge d'or criminel de la famille. Le siège de l'hôtel de la Croix dure 3 jours et 3 nuits. Henri et ses 15 complices résistent avec l'énergie du désespoir, utilisant tous les passages secrets et les pièges que Jean avait aménagés dans la propriété. Chaque pièce devient un champ de bataille. Henri révèle durant ce siège des capacités tactiques inattendues. Il organise la défense avec une intelligence stratégique qui surprend ses assaillants, multipliant les sorties surprises et les embuscades. Cette résistance acharnée renforce sa réputation de criminel exceptionnel, mais les munitions et les vivres s'amenuisent rapidement. Henri comprend que la défaite est inévitable et décide de transformer cette chute en apothéose sanglante. Il prépare un piège final qui doit éliminer le maximum de soldats royaux avec lui. Le 3e jour, Henri fait mine de se rendre. Quand les soldats pénètrent dans l'hôtel, il déclenche un incendie généralisé qui embrase tout le bâtiment. Cette action suicide tue 23 soldats et lui assure une mort spectaculaire qui marquera longtemps les mémoires. Les autorités découvrent, dans les ruines fumantes de l'hôtel, un véritable musée de l'horreur. Les caves révèlent des centaines d'objets volés sur des cadavres, des instruments de torture et les restes de plusieurs victimes d'Henri. Cette découverte horrifie même les enquêteurs les plus endurcis. La mort d'Henri et la révélation de l'ampleur de ses crimes provoquent un scandale considérable dans tout le royaume. Les chroniqueurs de l'époque décrivent les Delacroix comme la famille la plus criminelle que la France ait jamais connue. Cette réputation traverse les siècles. Pendant ce temps, Pierre, Marie et Jean apprennent la mort d'Henri dans leur refuge normand. Cette nouvelle les plonge dans des réactions opposées. Pierre ressent un mélange de douleur et de soulagement. Marie pleure sincèrement son frère, tandis que Jean analyse froidement les conséquences de cette disparition. La mort d'Henri libère paradoxalement les 3 fugitifs d'une partie de leurs poursuivants. Les autorités, satisfaites d'avoir éliminé le plus dangereux des Delacroix, relâchent quelque peu leur pression sur les survivants. Cette accalmie permet à la famille de réorganiser sa survie. Pierre, Marie et Jean s'installent définitivement en Normandie sous les identités de Guillaume Beaumont, Marguerite Roussel et Étienne Marchand. Ils achètent une ferme isolée près de Rouen et tentent de mener une existence discrète, loin de leur passé criminel parisien. Cette nouvelle vie force les 3 Delacroix à adapter leurs compétences criminelles à un environnement rural différent. Ils découvrent rapidement que les campagnes normandes offrent d'autres opportunités à ceux qui savent les saisir, notamment l'exploitation de la superstition paysanne. Marie développe une nouvelle personnalité, celle d'une guérisseuse au pouvoir mystérieux. Elle utilise ses connaissances en poison pour créer des remèdes prétendument miraculeux, tout en continuant discrètement ses activités d'empoisonneuse. Cette double activité lui assure revenus et influence locale. Jean établit un commerce de prêt à intérêt qui exploite la détresse des paysans endettés. Il récupère progressivement les terres de ses débiteurs insolvables, construisant un domaine agricole considérable. Cette stratégie légale lui permet d'accumuler richesse et respectabilité. Pierre, vieillissant et fatigué, se contente de superviser les activités de ses enfants tout en cultivant l'image d'un patriarche respectable. Il finance discrètement des œuvres de charité locales, construisant une réputation de bienfaiteur qui protège la famille des soupçons.
En 1372, Marie épouse en secondes noces Robert de Courcelles, petit seigneur local criblé de dettes. Ce mariage stratégique lui apporte un titre nobiliaire et une respectabilité définitive. Elle empoisonne discrètement son nouvel époux 2 ans plus tard pour hériter de ses biens. Jean épouse également une veuve riche, Agnès de Motteville, qu'il manipule habilement pour accéder à ses propriétés. Contrairement à Marie, il maintient son épouse en vie mais sous son contrôle total, utilisant ses biens pour étendre encore son influence économique. Cette renaissance normande prouve l'adaptabilité remarquable des Delacroix. En moins de 5 ans, ils reconstruisent une position sociale solide et accumulent de nouveaux revenus criminels. Leur capacité de résilience dépasse celle de la plupart des criminels de leur époque. En 1375, Marie donne naissance à Hugues de Courcelles, son premier enfant. Cette naissance marque le début d'une nouvelle génération de Delacroix, élevée dans la respectabilité apparente mais héritière du patrimoine criminel familial. Jean et Agnès ont également un fils, Philippe Marchand, né en 1377. Les 2 cousins grandissent ensemble dans le domaine familial normand, recevant une éducation soignée qui cache leur véritable héritage. Leurs grands-parents et parents leur transmettent progressivement les secrets de la famille. Pierre meurt en 1378 à l'âge de 65 ans, emportant dans sa tombe les derniers scrupules moraux de la lignée. Sa disparition libère complètement Marie et Jean de toute retenue, leur permettant de développer leurs activités criminelles sans limite. Marie initie son fils Hugues aux techniques d'empoisonnement dès l'âge de 10 ans. L'enfant montre des dispositions naturelles pour cette pratique et développe rapidement ses propres innovations. Cette transmission du savoir criminel assure la continuité de la tradition familiale. Jean enseigne à Philippe les subtilités de la manipulation financière et de l'exploitation économique. Le jeune homme apprend à identifier les faiblesses humaines et à les exploiter sans pitié. Cette formation fait de lui un prédateur économique redoutable. En 1385, les 2 jeunes hommes, maintenant adultes, commettent leurs premiers crimes indépendants. Hugues empoisonne un rival de sa mère pour une question d'héritage, tandis que Philippe ruine délibérément plusieurs familles de paysannes pour s'approprier leurs terres. Ces premiers succès criminels confirment que la nouvelle génération surpassera probablement ses aînés en termes de sophistication et d'efficacité. Les méthodes se raffinent, les risques diminuent, et les profits augmentent sous l'impulsion de ces héritiers talentueux. Marie et Jean réalisent qu'ils ont créé des successeurs dignes de leur héritage. La lignée Delacroix semble assurée de perpétuer ces traditions criminelles pendant encore plusieurs générations, adaptant constamment ses méthodes aux évolutions de la société française. Hugues et Philippe développent rapidement leur propre réseau criminel, distinct mais complémentaire de celui de leurs parents. Ils recrutent de jeunes complices parmi la petite noblesse désargentée et les bourgeois ambitieux, créant une organisation plus moderne et plus étendue que l'ancienne structure familiale. Cette nouvelle génération comprend que l'avenir du crime organisé réside dans la diversification et l'internationalisation. Hugues établit des contacts avec des empoisonneurs italiens, apprenant leurs techniques raffinées et leurs recettes secrètes. Philippe noue des relations commerciales avec des usuriers flamands et des marchands hanséatiques. En 1390, les 2 cousins lancent leur première opération d'envergure, l'élimination systématique des créanciers de plusieurs nobles normands endettés. Cette campagne meurtrière, déguisée en épidémie de fièvre maligne, leur rapporte des profits considérables et étend leur influence dans toute la région. Marie observe avec fierté l'évolution de son fils, mais s'inquiète de ses ambitions grandissantes. Hugues manifeste un goût pour la violence qui rappelle feu Henri Delacroix, son oncle mort dans l'incendie parisien. Cette ressemblance troublante fait craindre à Marie que l'histoire familiale ne se répète. Jean, plus pragmatique, encourage les initiatives de Philippe tout en tentant de modérer ses excès. Il comprend que la nouvelle génération doit innover pour survivre, mais il redoute que leur audace ne compromette la sécurité patiemment construite en Normandie. En 1392, Hugues épouse Isabelle de Montmorency, fille d'un comte ruiné qui espère restaurer sa fortune grâce à cette alliance. Cette union stratégique permet aux Delacroix d'accéder au plus haut cercle de la noblesse normande, ouvrant de nouvelles opportunités criminelles. Philippe s'unit la même année à Catherine d'Évreux, héritière d'une riche famille de marchands rouennais.
Ces deux mariages consacrent l'ascension sociale définitive des Delacroix et leur intégration complète dans l'élite régionale. Les épouses de Hugues et Philippe ignorent tout des activités criminelles de leur mari, mais deviennent rapidement des outils involontaires de leurs entreprises. Leurs relations sociales, leurs connaissances familiales, leurs confidences d'alcôve fournissent des informations précieuses pour planifier de nouveaux crimes. Cette infiltration de l'aristocratie marque une nouvelle étape dans l'évolution des méthodes Delacroix. La violence brutale d'Henri cède la place à une criminalité sophistiquée qui exploite les structures sociales existantes plutôt que de les affronter directement. 1395 marque le début de ce que les historiens du crime appelleront plus tard l'âge de la sophistication Delacroix. Hugues et Philippe révolutionnent les méthodes criminelles héritées de leurs aînés, développant des techniques d'une subtilité inégalée. Hugues perfectionne l'art de l'empoisonnement politique. Il élimine plusieurs conseillers du duc de Normandie, manipulant ainsi les décisions politiques régionales au profit de ses intérêts. Ces assassinats, parfaitement camouflés en mort naturelle, lui valent une influence occulte considérable sur l'administration ducale. Philippe innove dans le domaine de l'escroquerie financière. Il crée les premiers systèmes de faux investissements de l'histoire française, attirant les capitaux de nobles crédules avec des promesses de profits mirobolants. Ces escroqueries pyramidales lui permettent de détourner des fortunes entières sans violence apparente. Les deux cousins développent également une nouvelle forme de chantage basée sur l'information privée. Ils infiltrent systématiquement les maisons nobles avec leurs agents, collectant des secrets compromettants qu'ils exploitent ensuite pour obtenir faveur politique et avantages économiques. Marie, maintenant âgée de 50 ans, admire l'évolution de son fils tout en conservant ses propres activités. Elle continue d'empoisonner discrètement les obstacles à l'ascension familiale, mais adapte ses méthodes aux nouvelles réalités sociales de la fin du XIVe siècle. Jean concentre ses efforts sur la consolidation des acquis familiaux. Il transforme les profits criminels en investissements légitimes, propriétés foncières, rentes commerciales, charges administratives. Cette stratégie assure à la famille une base économique solide et respectable. En 1397, Hugues obtient du duc de Normandie la charge de prévôt de Rouen, poste qu'il achète avec l'or de ses crimes. Cette nomination officialise son pouvoir et lui donne accès au levier de l'administration judiciaire. Il peut désormais protéger efficacement les activités familiales. Philippe acquiert la même année plusieurs charges de collecteur d'impôts dans différentes villes normandes. Ces postes lui permettent de ponctionner légalement les richesses régionales tout en identifiant de nouvelles victimes potentielles pour les opérations criminelles. Cette double stratégie d'infiltration administrative révèle la maturité stratégique de la nouvelle génération Delacroix. Ils comprennent que le crime organisé moderne doit s'appuyer sur des positions légitimes pour prospérer durablement. 1400. Le roi Charles VI sombre progressivement dans la folie et le royaume de France s'enfonce dans l'instabilité politique. Cette crise offre aux Delacroix des opportunités exceptionnelles d'étendre leur influence et d'éliminer leurs derniers ennemis. Hugues profite du chaos pour lancer ce qu'il appelle secrètement la Grande Purge. Il identifie méthodiquement tous ceux qui pourraient encore témoigner contre la famille ou entraver ses projets futurs. Cette liste comprend d'anciens complices devenus gênants, des témoins de crimes anciens et des rivaux potentiels. La campagne d'élimination dure 2 ans et fait disparaître 37 personnes dans toute la Normandie. Hugues utilise une variété de méthodes: empoisonnement, accidents arrangés, maladies simulées, disparitions mystérieuses. Cette diversité rend impossible l'établissement de liens entre ces morts. Philippe se charge des aspects logistiques de cette purge, organisant les alibis, corrompant les témoins potentiels et manipulant les enquêtes officielles. Son contrôle de l'administration fiscale lui fournit les ressources nécessaires pour acheter tous les silences utiles. Marie participe activement à cette opération en formant une nouvelle génération d'empoisonneuses. Elle recrute des jeunes femmes issues de familles pauvres, les forme à ses techniques et les place comme domestiques dans les maisons visées. Cette infrastructure lui permet de frapper simultanément plusieurs cibles. Jean coordonne l'ensemble de la purge depuis son château normand, utilisant ses réseaux commerciaux pour transmettre les ordres et superviser l'exécution des opérations. Sa position de notable respectable le met à l'abri de tout soupçon, malgré l'ampleur de la campagne criminelle.
Cette purge révèle l'évolution psychologique des Delacroix. Ils ne tuent plus par nécessité immédiate comme leurs prédécesseurs, mais par stratégie préventive. Cette approche témoigne d'une sophistication criminelle qui dépasse tout ce qui existait à l'époque. Les autorités normandes remarquent la recrudescence de morts suspectes, mais ne parviennent pas à établir de liens cohérents. L'influence des Delacroix sur l'administration locale sabote systématiquement les enquêtes avant qu'elles ne puissent aboutir. En 1402, la Grande Purge s'achève par l'élimination de Brother Thomas, le dernier témoin vivant des crimes parisiens originels. Ce moine, maintenant âgé de 70 ans et retiré dans un monastère normand, meurt officiellement d'une pneumonie. Sa disparition ferme définitivement le chapitre parisien des Delacroix. 1405. Les Delacroix ont réussi à créer un empire criminel invisible qui s'étend sur toute la Normandie et commence à déborder sur les régions voisines. Leur influence occulte rivalise avec celle des plus grands seigneurs officiels du royaume. Hugues contrôle maintenant un réseau de fonctionnaires corrompus qui lui permet de manipuler l'administration ducale selon ses besoins. Il peut faire annuler des procès gênants, modifier des registres compromettants et orienter les décisions politiques majeures. Cette mainmise sur le pouvoir officiel assure l'impunité totale de la famille. Philippe développe un système financier parallèle basé sur l'usure, le blanchiment et l'investissement criminel. Il contrôle les flux d'argent de dizaines de familles nobles et bourgeoises, les maintenant dans une dépendance économique qui garantit leur soumission. Cette domination financière lui confère un pouvoir considérable. Marie établit une véritable académie secrète de l'empoisonnement dans un couvent qu'elle finance généreusement. Les religieuses, à leur insu, hébergent une école de meurtrières qui forme les tueuses les plus efficaces d'Europe. Ces femmes opèrent ensuite dans toute la France sous couverture de pèlerinage ou de missions charitables. Jean coordonne l'ensemble de ces activités depuis sa position de patriarche respectable. Il a transformé le domaine familial normand en quartier général d'une organisation criminelle qui défie toute comparaison historique. Cette réussite dépasse largement les rêves les plus ambitieux de Pierre Delacroix. L'influence des Delacroix s'étend maintenant aux affaires internationales. Hugues entretient des relations avec des criminels italiens, des espions anglais et des contrebandiers flamands. Cette dimension européenne de leurs activités témoigne de leur vision stratégique à long terme. En 1407, Philippe finance secrètement l'assassinat de Louis d'Orléans par Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Cette intervention dans les affaires royales marque l'apogée de l'influence politique des Delacroix. Ils peuvent désormais influencer le destin du royaume de France lui-même. Cette implication dans les grands conflits politiques de l'époque révèle l'ambition démesurée de la famille. Ils ne se contentent plus d'exploiter le système existant, mais cherchent activement à le façonner selon leurs intérêts. Cette évolution les transforme en acteurs majeurs de l'histoire française. Cependant, cette extension excessive de leurs activités commence à créer des vulnérabilités nouvelles. Plus leur influence grandit, plus ils attirent l'attention d'ennemis potentiels capables de les menacer. L'empire invisible des Delacroix devient paradoxalement plus visible à mesure qu'il s'étend. 1410. Marie Delacroix meurt à l'âge de 65 ans, emportant avec elle les secrets les plus anciens de la famille. Son décès marque la fin d'une époque et le passage définitif du flambeau criminel aux générations suivantes. Jean survit jusqu'en 1415, date à laquelle il succombe à une maladie mystérieuse. Certains historiens soupçonnent que Hugues et Philippe l'ont empoisonné pour s'emparer définitivement du contrôle familial, mais cette hypothèse reste invérifiable. Sa mort élimine le dernier lien direct avec l'époque fondatrice parisienne. Hugues et Philippe règnent désormais sans partage sur l'empire criminel familial. Ils transmettent leurs techniques et leurs réseaux à leurs propres enfants, assurant la continuité de la tradition Delacroix. Cette transmission générationnelle perpétue les méthodes criminelles de la famille. Les descendants des Delacroix prospèrent pendant tout le XVe siècle, adaptant constamment leurs méthodes aux évolutions politiques et sociales du royaume. Ils survivent à la guerre de Cent Ans, aux épidémies et aux changements dynastiques en s'appuyant sur leur flexibilité criminelle légendaire. Au XVIe siècle, les Delacroix participent discrètement aux guerres de religion, finançant alternativement catholiques et protestants selon leurs intérêts du moment. Cette stratégie d'opportunisme absolu leur permet de prospérer dans tous les contextes politiques.
La Révolution française de 1789 voit les Delacroix s'adapter une nouvelle fois, abandonnant leurs titres nobiliaires pour épouser les idéaux révolutionnaires. Ils financent secrètement certains excès de la terreur, tout en éliminant discrètement leurs ennemis personnels dans la confusion générale. L'époque napoléonienne offre aux Delacroix de nouvelles opportunités d'expansion européenne. Ils suivent les armées impériales, établissant des réseaux criminels dans tous les pays conquis. Cette période marque l'internationalisation définitive de leurs activités. Les archives familiales, soigneusement préservées depuis l'époque de Jean Delacroix, constituent aujourd'hui l'un des témoignages les plus complets sur l'évolution du crime organisé européen. Ces documents révèlent 6 siècles d'innovation criminelle continue. La famille Delacroix moderne a officiellement abandonné ses activités criminelles ancestrales, se contentant de gérer les immenses fortunes accumulées par leurs prédécesseurs. Mais certains historiens soupçonnent que cette respectabilité n'est qu'une façade supplémentaire dans la longue tradition familiale de dissimulation. L'héritage des Delacroix dépasse largement leur impact criminel direct. Ils ont révolutionné les méthodes du crime organisé, créant des techniques qui inspirent encore aujourd'hui les organisations criminelles modernes. Leur influence souterraine sur l'histoire française reste largement sous-estimée. Le cimetière des Innocents, théâtre des premiers crimes de Pierre Delacroix, a été détruit en 1785. Mais l'esprit qui animait cette famille exceptionnelle de criminels continue d'inspirer fascination et terreur. Les Delacroix demeurent l'exemple parfait de la criminalité comme entreprise familiale transmise de génération en génération. Cette histoire nous enseigne comment l'intelligence, l'organisation et l'absence totale de scrupules peuvent transformer une famille ordinaire en dynastie criminelle légendaire. Les Delacroix ont prouvé que le crime, organisé méthodiquement et transmis héréditairement, peut rivaliser avec les plus grandes réussites commerciales ou politiques. Leur épopée sanglante illustre également les failles permanentes des systèmes sociaux et politiques qui permettent à de tels prédateurs de prospérer. 6 siècles après Pierre Delacroix, les mécanismes qu'il a exploités continuent d'exister, attendant les prochains maîtres du cimetière de l'humanité.